Bonjour. Député Ensemble pour la République du Gers. Alors vous siégez dans cette commission des finances qui se réunit depuis hier. On va retrouver justement Stéphanie Despierres depuis la salle des 4 colonnes. Qu'est-ce qui a été arbitré, Stéphanie ? Alors parmi les décisions importantes, ce non à la taxe Zucman. Vous le savez, c'était un débat dans les médias depuis plusieurs semaines. Et bien le débat était assez rapide hier en commission des finances et les députés ont voté contre cette taxe Zucman qui était défendue par la gauche, qui arguait que c'était un minimum de justice fiscale. Et bien le bloc central, les Républicains ont dit non car ils estiment que c'est un repoussoir pour les nouveaux entrepreneurs. Et le RN aussi a voté contre, s'opposant à cette taxation des plus hauts patrimoines. Jean-Philippe Tanguy, spécialiste du budget pour le RN, expliquait que ces milliardaires ne paieraient pas, que de toute façon ils partiraient. Autre débat fiscal, cette fois sur la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises que le gouvernement voulait prolonger. Elle a été gardée de justesse par la commission des finances, mais elle a été en partie vidée de sa substance car 150 entreprises en ont été exclues. Si vous voulez, le périmètre de cette taxe a été largement resserré. Et dernière chose à signaler, qui la concerne les retraités français. Souvenez-vous, ça avait fait beaucoup débat en décembre, l'abattement de 10% des frais, l'abattement de 10% dont bénéficient les retraités. Eh bien, le gouvernement voulait le supprimer. Les députés ont dit non ce matin. Merci beaucoup Stéphanie. Déjà un mot à vous deux, peut-être on va revenir sur le fond évidemment, mais sur l'ambiance dans cette commission des finances. On est dans une situation politique assez inédite. Comment ça se passe, Marianne Maximy? Les débats sont corrects, sincères, de bonne tenue? C'est des débats qui sont animés, mais qui sont, ça me semble pas choquant de le dire, étant donné que nous avons deux projets politiques complètement opposés qui sont en discussion. Celui de la gauche qui est porté avec l'idée d'aller chercher de la justice fiscale. Je crois que les amendements, notamment sur Zucman, étaient portés par l'entièreté des groupes de gauche, et donc d'aller chercher de la justice fiscale pour une meilleure répartition des richesses. Et un autre bloc, celui du bloc bourgeois et de l'extrême droite, qui représente monsieur Cazeneuve aujourd'hui, qui protège ensemble, par leur vote commun, les milliardaires et les entreprises du 440. Alors je vous laisserai répondre sur le fond à Marianne Maximy, mais sur justement le travail en commission, on sait que vous avez des délais contraints, vous siégez le soir, tard, pour rentrer dans les délais. Est-ce que ça se passe correctement, convenablement pour l'instant? Je voudrais répondre à l'insulte qui m'a été faite et qui est pas bien. On est là pour discuter, moi je suis là pour discuter, argumenter. Je n'appartiens ni au bloc bourgeois, ni au bloc de l'extrême droite. Pardon. Oui, aujourd'hui, on voit bien qu'en commission, comme dans l'hémicycle, à partir de vendredi, il y a ceux qui veulent aboutir à un budget et qui font des compromis et qui font des efforts, et ceux qui ne veulent pas aboutir à un budget commun, comme la France Insoumise, qui dynamite le projet, avec, en particulier en matière de fiscalité, on l'a vu, ils sont taxophiles, si vous voulez, donc il n'y a jamais assez d'impôts. Juste pour illustrer, citer l'impôt sur l'héritage à 100%, vous voyez, qui est complètement confiscatoire, pour en prendre qu'un seul. Alors, on va revenir sur justement cette taxe Zucman. Marianne Maximy, vous dénonciez l'alliance entre Ensemble pour la République et le RN. Je reposerai la question à Jean-René Cazeneuve, mais ça prouve bien qu'en tout cas en commission, il n'y a pas de majorité pour cette taxe Zucman. Est-ce que vous pensez que ça va changer dans l'hémicycle? Pour rappel, dans l'hémicycle, on repart à zéro, mais les équilibres politiques restent à peu près similaires à la commission des finances. Ça sera déterminé par la présence des différents groupes. On verra à partir de vendredi, effectivement. Nous, ce qu'on observe, c'est que quand je parle d'une alliance entre ces deux blocs, c'est ce qui se passe en tout cas sur la question de la fiscalité et de la taxation des plus grandes fortunes. Et je parle de ça parce que c'est important de dévoiler ce que fait le Rassemblement national dans cette commission, à savoir une arnaque sociale vis-à-vis de leurs électeurs, où ils se disent du côté des classes populaires, et en fait ils protègent les milliardaires sur des mesures que propose la Macronie. Donc on voit cette connivence-là qui participe effectivement à bloquer un budget qui est injuste et qui est d'une violence sociale historique. Jean-René Cazeneuve, vous, l'année dernière, vous aviez parfois dénoncé des alliances entre la gauche et le Rassemblement national sur certaines taxes. Est-ce que là, ça s'est inversé? Est-ce que le gouvernement a besoin aussi du soutien du Rassemblement national pour que certaines mesures ne soient pas adoptées? Ça n'est pas un soutien, c'est un vote, et chaque député vote en son âme et conscience. Je remarque, effectivement, comme vient de le faire ma collègue, que le Rassemblement national a varié. Alors, il varie souvent en matière de politique économique. Moi, je suis perdu. Une fois, ils sont pour la flat tax, un jour, ils sont contre. Et sur tous ces sujets économiques, on voit qu'ils naviguent à vue. Non, sur cette imposition, je ne peux pas laisser dire que nous n'avons pas des mesures de justice et d'équité fiscale. Justement, on y reviendra. Mais la Zucman, c'est non.
La Zucman, c'est non, ça a été expliqué en long, en large et en travers. Elle n'aurait absolument pas le rendement, elle serait même contre-productive si elle était mise en place et elle ferait fuir un certain nombre de capitaux dont on a besoin pour développer notre économie. Alors justement, pourquoi vous la défendez cette taxe Zucman? Beaucoup disent le problème c'est que le patrimoine professionnel par exemple, c'est pas de l'argent qu'on a dans les poches, ça voudrait dire que certains doivent vendre des actions, du matériel pour pouvoir payer l'impôt. Alors ça c'est assez faux et ça a été démontré justement par plein d'économistes de la même manière que l'évasion fiscale, hein, enfin l'exil fiscal dans ce cas de figure qui est assez anecdotique sur des taxations de ce niveau-là. Pourquoi nous on la porte? Parce qu'aujourd'hui on nous propose soit un budget d'austérité, soit de ne rien faire. Nous ce que nous disons c'est qu'on a un autre choix possible, c'est de lever de nouvelles recettes. Et je crois que ces mesures-là sont plébiscitées dans la population. Tout le monde se rend bien compte que ce ne sont pas aux classes populaires, aux classes moyennes, celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, de payer cet effort. Et il y a des personnes qui sont épargnées, ce sont les plus hautes fortunes qui sont épargnées dans ce pays depuis les 8 ans de Macronie. Et ce qui est intéressant, c'est que même les toutes petites mesures proposées par le gouvernement dans ce budget sont remises en cause par le groupe EPR lui-même. Alors justement, pas le groupe, mais une partie de votre groupe, M. Cazeneuve, hier voulait supprimer la contribution des hauts revenus, pareil pour les grandes entreprises. Non, justement, alors parce que vous disiez donc pas de taxe Zucman pour Ensemble pour la République, mais vous proposez d'autres mesures de justice fiscale, par exemple sur la contribution différentielle sur les hauts revenus. C'est vrai que certains dans votre groupe veulent qu'elle soit vraiment limitée dans le temps. Là, elle sera maintenue. Elle était ponctuelle l'année dernière, enfin en 2025, dans le budget, elle est prolongée et nous avons voté cette prolongation. Même chose pour la taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises. Elle devait être exceptionnelle en 2025, elle sera prolongée pour moitié en 2026. Même chose pour la taxe GAFA qu'on propose encore d'alourdir, ce sont les très grandes entreprises du numérique. Et je voudrais quand même préciser que nous avons dans ce budget une taxe sur les holdings familiales qui devait rapporter entre 1 et 2 milliards et que la France Insoumise l'a supprimée. Alors, je crois qu'il y a eu un petit problème dans le vote de l'amendement de la droite. Écoutez, si ça passe pivote, il y a un autre problème, oui. Oui, mais je crois que personne n'a vraiment su ce qu'il avait voté, puisque le rapporteur général du budget, Juvin, a même dit qu'il n'avait pas forcément compris. Justement, sur la surtaxe d'impôt sur les sociétés, oui, mais vous excluez les entreprises à taille intermédiaire. Ça fait qu'il y a finalement moins d'entreprises qui seront taxées. Oui, il y a eu un amendement qui est passé, qui est pour supprimer les ETI, ce qu'on appelle les entreprises intermédiaires, pour que la pression fiscale augmente pas trop, oui. Il y a surtout beaucoup d'amendements. Alors, il y a quand même sur la contribution différentielle des hauts revenus, la surtaxe d'impôt sur les sociétés, c'est évidemment pas le programme de la France Insoumise, mais est-ce que au moins ces quelques milliards qui vont dans le bon sens d'après vous? Nous, on les a votés ces mesures et on voulait les renforcer. Mais je voudrais quand même préciser une chose, c'est que le groupe de M. Cazeneuve, dans sa grande majorité, était pour la suppression de ces articles. Alors je peux reconnaître que M. Cazeneuve n'a pas voté ces amendements de suppression, mais la grande majorité de ce groupe qui est le socle commun, vote la suppression de ces taxations. Et nous, on est pour les renforcer et faire en sorte qu'elles soient pérennes. Parce que j'insiste là-dessus, quand on s'attaque aux classes populaires, quand on fait la réforme de l'assurance chômage, c'est toujours pérenne dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est jamais exceptionnel. Pour les très très riches, il faudrait que ça soit exceptionnel, délicat, ciblé, il ne faudrait pas leur faire trop mal. Quand on s'attaque aux classes populaires comme vous le faites depuis 8 ans, il n'y a pas ces mesures qui sont pour apaiser les choses. Donc nous, on essaye d'appliquer des choses qui permettent de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État pour investir dans nos services publics, parce que le fond du débat, il est là-dedans, les besoins que nous avons en termes de santé, d'éducation, d'écologie, et ça, c'est l'impensé de la Macronie aujourd'hui. Sur cette question de justice fiscale et de faire des taxes qui sont limitées dans le temps, c'est vrai que ça peut paraître antinomique en disant si c'est de la justice fiscale, après tout, il faudrait qu'elle puisse être appliquée tout le temps. Pourquoi les limiter dans le temps quand c'est sur les grandes fortunes ou les grands groupes? Il y a quand même beaucoup d'impôts qui sont pérennes dans notre pays, et on est le pays de l'OCDE qui fait la plus grosse redistribution. Bon, on est d'une part au taux d'imposition marginal le plus important, on est d'autre part avec un prélèvement obligatoire le plus important de l'OCDE et une redistribution la plus importante. Alors on peut toujours lutter, et il y a effectivement des aberrations, il y a de l'optimisation excessive, on peut toujours lutter comme ça. Le problème, je voudrais le préciser, c'est que on voit bien aujourd'hui au sein du Parlement des groupes qui veulent dialoguer, qui veulent essayer de trouver un compromis sur ce budget. Et la France Insoumise est excessive. Ça ne peut pas passer, si vous voulez. Quand vous avez des impôts sur les sociétés qui montent à des taux incroyables, l'impôt sur le revenu qui monte à des taux incroyables, la suppression des PER, l'imposition sur l'héritage qui est à 100%. Oui, ils font exprès, ils ne veulent pas que ça passe. C'est juste idéologique. On n'est pas dans la construction d'un budget. Mais est-ce que vous savez bien que certaines des mesures que vous portez, elles n'ont même pas l'assentiment de toute la gauche?
Ah mais attendez, nous on est élus sur un programme, donc on respecte nos engagements vis-à-vis de nos électeurs et je crois que c'est une forme de cohérence qui est importante dans le moment politique que nous vivons et dans la défiance démocratique qu'il y a dans le pays. Nous développons une autre façon de concevoir un budget et elle n'est pas honteuse, elle est peut-être pour vous excessive, j'entends bien, vous êtes du côté des très très riches de ce pays, nous sommes du côté de celles et ceux, je le redis, qui n'ont que leur travail pour vivre, de celles et ceux qui sont victimes de votre politique, qui se sont appauvris sous votre mandat, pendant que les plus riches se sont enrichis. Donc c'est peut-être excessif pour vous, pour moi, quand je retourne dans ma circonscription, que je vais voir des gens qui se retrouvent en difficulté pour manger, qui vont au resto du cœur, qui n'arrivent plus à trouver du travail, je trouve que ce sont des mesures tout à fait raisonnables dont nous avons besoin. Et c'est vrai que c'est ce que demande aussi une part des Français. Là, on voit qu'il y a un gel, par exemple, de l'indexation de l'impôt sur le revenu. Vous avez décidé de revaloriser la première tranche, mais là, on voit bien que le gel, il sera pour tout le monde. Non. Sauf la première tranche, pardon. Sauf la première tranche. Bah oui, mais enfin, l'impôt sur le revenu, il est payé par 45% des Français. Donc, si on indexe la première tranche, ça va être peut-être 40% des Français. C'est la classe moyenne supérieure et les plus riches qui vont être impactés. Ce ne sont pas les plus pauvres. Donc, c'est globalement une mesure d'équité fiscale supplémentaire. Alors on voit que dans cette question du budget de l'État, il y a la question des délais, il y a la question aussi du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Clément Perrot, normalement, c'est là que devrait être discutée la suspension de la réforme des retraites. Exactement, Elsa, la suspension de la réforme des retraites, elle va être abordée dans le cadre des discussions autour du budget sur la sécurité sociale, le PLFSS. Ça va commencer jeudi en commission à l'Assemblée. Ce que prévoit pour l'instant le gouvernement, c'est d'apporter un amendement à ce budget et de le faire voter, un amendement pour suspendre la réforme des retraites. Mais il y a une méfiance, notamment de la gauche, c'est au cas où le budget ne serait pas voté ou qu'il ne serait pas examiné dans les délais, ce que craignent des députés de gauche, c'est que cet amendement prévoyant la suspension de la réforme des retraites, eh bien, il ne passe tout simplement à la trappe. Alors, il y a un autre scénario qui est envisagé, ce serait une lettre rectificative du gouvernement au budget. Je sais, c'est assez technique, mais concrètement, ça permettrait de solidifier cette suspension de la réforme des retraites, quels que soient donc les scénarios à l'Assemblée. On va voir si le Premier ministre, aujourd'hui, lors de la séance des questions au gouvernement, apporte là-dessus des précisions. C'est vraiment l'un des enjeux de cette séance aujourd'hui. Merci beaucoup Clément Perrot. On va rester dans la salle des 4 colonnes pour entendre le député socialiste Laurent Baumel. Les socialistes qui surveillent le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. Stéphanie. Bonjour Laurent Baumel. Pourquoi les socialistes préféreraient une lettre rectificative? Vous auriez plus de garanties comme ça? Oui, disons que c'est de la technique parlementaire, mais ça permettrait que si cette suspension est votée, elle s'inscrive dans le texte final de façon plus sécurisée, et s'il devait y avoir à un moment donné des ordonnances, ça resterait bien dans le texte de loi. Mais j'ai envie de vous dire, bon, c'est mieux, c'est une lettre rectificative et on va pousser en ce sens, mais dans tous les cas, comme on l'a rappelé, nous on tient à la suspension et il appartiendra au gouvernement de faire ce qu'il faut pour qu'à la fin, s'il veut que le budget puisse passer, s'il veut éviter la censure, il lui appartiendra de faire en sorte qu'à la fin, cette suspension s'inscrive bien dans le droit français, dans la réalité. Alors revenons-en au projet de loi de finances, donc le budget et les questions fiscales qui ont été abordées hier en commission des finances. Vous avez échoué à faire entrer dans le texte la taxe Zuckman. C'est un regret, vous y attendiez ? Alors, c'est pas extraordinairement surprenant, puisque on est, je dirais, à la première phase de la discussion. Chacun reste un petit peu dans son couloir. Donc, les députés macronistes qui sont présents à la commission des finances, qui sont peut-être pas représentatifs d'ailleurs de tous les députés macronistes, ce sont des gens qui ont historiquement défendu le bilan macroniste, la politique de l'offre, la défiscalisation des plus riches, etc., a été là hier en commission pour continuer à défendre le bilan macroniste. On va passer après dans l'hémicycle. Et on verra bien. Ce qui m'a surpris hier, c'est le vote du Rassemblement national, qui est un parti, c'est un parti qui prétend défendre les classes populaires, voilà, les gens modestes. Et en fait, dans ces moments-là, il fait sa jonction avec les macronistes pour éviter que les milliardaires, les gens les plus riches de ce pays, soient taxés. Donc là, il y a un petit peu une forme d'hypocrisie et un masque qui tombe de mon point de vue. On verra dans l'hémicycle comment tout ça évolue.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie Despierres. Alors effectivement, c'est assez technique comme débat. On va essayer vraiment d'être le plus clair possible. Mais quand Sébastien Lecornu promet de proposer à la discussion de la suspension de la réforme des retraites, c'est a priori par un amendement au budget de la sécurité sociale, ce que vu ce qui se passe à l'Assemblée, on ne sait pas si le budget peut être adopté ou non. Est-ce qu'il faut que le Premier ministre, Jean-René Cazeneuve, clarifie la méthode, repromette en tout cas un véhicule législatif? Ça paraît technique comme ça, mais derrière, il peut y avoir des suspicions, un flou sur cette question. Écoutez, il a pris un engagement vis-à-vis du peuple français. Il a pris un engagement vis-à-vis du Parti socialiste et il a pris un engagement supplémentaire, c'est de ne pas passer par le 49.3. Donc il a quand même pris des engagements très forts. Le Parti socialiste, si à la fin du budget il n'est pas content ou s'il n'y avait pas cette suspension de la réforme des retraites, il peut toujours censurer. Oui, donc vraiment cet engagement est extrêmement fort. Alors maintenant, est-ce qu'il faut passer par cette lettre? Peut-être, et le Premier ministre prendra cette décision. Lettre rectificative, ce serait dire de corriger le budget initial de la sécurité sociale pour qu'il soit intégré dès le début. Peut-être, c'est évidemment de la technique parlementaire. Ce le plus important, c'est qu'il a pris cet engagement et que notre volonté, c'est que les socialistes votent ce budget et ne votent pas la censure. Donc c'est tout notre intérêt de le faire. Votent ce budget ou s'abstiennent? On sait que les oppositions ne votent pas le minimum s'abstiennent. Marianne Maximi, pour vous, il y a un loup derrière cette histoire d'amendement. Alors déjà, vous ne pensez que c'est pas une suspension, qu'il n'y aura pas forcément... Mais il faut qu'il y ait une clarification sur la technique, justement. Qu'est-ce qu'on va utiliser exactement, puisque ça peut avoir une incidence pour la suite? Je crois que depuis le début, personne n'y comprend rien. Les gens qui nous regardent, les gens qui sont concernés. Alors on essaye de prendre toutes les têtes du monde. Ce n'est pas de votre faute. Mais c'est vrai que c'est un peu technique. C'est un peu technique et c'est important comme sujet. En fait, c'est la vie des gens qui vont devoir travailler plus ou moins, on ne sait pas. Et je ne suis pas pour donner faux espoirs. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on entend des promesses, il y a une contradiction dans le gouvernement. Là, maintenant, c'est la lettre qui revient dans le débat. Tout ce que je sais, c'est que depuis le début, il y a une majorité contre cette réforme. Depuis le début, elle est passée en forte contre l'Assemblée, contre les syndicats, contre la population. Et qu'on a une majorité pour l'abroger. Et je crois qu'il faut être naïf de croire que ça va se passer dans le cadre d'un PLFSS aussi brutal, aussi dangereux pour les gens, pour les malades, pour les apprentis, pour toutes celles et ceux en fait qui sont visés par cette guerre sociale qui est déclarée par la Macronie. Et on va voir comment se passent les débats, mais je pense que cette première journée puis cette matinée ont peut-être fait comprendre aux socialistes mais que Jean-René ne veut pas lâcher grand-chose. Le disait, il a quand même prononcé certains mots, Sébastien Lecornu, dans l'hémicycle, et il sera quand même très difficile pour lui de revenir sur cette promesse. Sur la promesse de quoi? De pas de 49.3? De suspendre la réforme des retraites. Écoutez, quand il fait une promesse en disant je laisse le débat parlementaire, ce qui est la moindre des choses quand même, on est presque en train d'applaudir qu'on ait le droit de voter, c'est quand même assez fou dans cette période, mais de laisser le Parlement, les parlements, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, et ensuite une CMP composée majoritairement d'élus de droite. Donc je crois qu'il ne faut pas croire aux promesses de M. Lecornu, et il faut se battre contre ce budget qui est dangereux pour les classes populaires et les classes moyennes. Et Jean-René Cazeneuve, j'en rajoute, histoire de vraiment que tout soit le plus clair possible, Emmanuel Macron qui dit tout à l'heure, ce n'est ni une abrogation, ni une suspension, mais un décalage. Il vous facilite pas la tâche, le président de la République. Parce que c'est le mot de suspension qui a été prononcé dans l'hémicycle par Sébastien Lecornu. Qu'importe les mots, la réalité, c'est qu'effectivement, ceux qui ont aujourd'hui 62 ans et 9 mois pourront partir à la retraite, donc c'est bien une suspension. Ce que le président de la République veut dire, et il a raison, c'est que de toute façon, c'est un débat tellement important qu'il devra être tranché par la prochaine élection présidentielle et par les choix qui seront faits par les uns et par les autres. Moi, j'appartiens au camp de ceux qui pensent qu'il y a hélas une réalité économique. Notre système aujourd'hui est déficitaire, la dynamique démographique est absolument implacable, que donc si on veut sauver notre système par répartition, ce qui est... J'ai longtemps cru que c'était l'objectif de la France insoumise, bien incontestablement. Mais il y a une réalité il va falloir travailler globalement. Jean-René Cazeneuve, la réalité politique, elle est que les socialistes peuvent censurer le gouvernement s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent sur la réforme des retraites. Absolument, et c'est normal. Vous disiez, Marianne Maximi, puisque c'est vrai qu'on va vivre un budget assez étonnant, 149,3, est-ce que finalement ça peut être aussi un piège pour les députés? 149,3, ça veut dire qu'on va pas forcément au bout des débats. Après, il peut y avoir des ordonnances, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario qui peut arriver? C'est assez crédible, effectivement, que les délais soient dépassés. Et on se demande d'ailleurs si c'est pas l'objectif final du socle commun. En tout cas, faut pas se focaliser, parce que 49.3, c'est une brutalité qu'on a vécue. Moi, depuis 3 ans, je n'ai pas pu voter un seul budget. J'ai travaillé pourtant à chaque fois. Donc c'est quand même une bonne chose de ne pas l'avoir. Mais je sais que vous vous dites qu'on va pas sauter au plafond parce qu'on peut voter. Longtemps, mais c'est la moindre des choses, je le redis. Mais il y a d'autres façons
de couper les débats parlementaires, le vote bloqué par exemple. Et là, il n'y a aucun engagement du gouvernement sur le fait de ne pas utiliser ces articles constitutionnels qui permettent d'accélérer des débats et surtout de faire le tri dans les amendements qui vont être discutés et adoptés. Donc pour l'instant, on attend, le vendredi, nous commençons la discussion en séance. Je crois qu'en tout cas, notre groupe et la plupart des groupes ont joué le jeu de limiter leurs amendements. C'est pas le cas de tous les groupes et d'ailleurs, je les appelle aujourd'hui à faire en sorte que nous puissions discuter. Vous souhaitez tout rendre dans les délais, mais c'est 40 jours pour la première lecture à l'Assemblée, 70 nous au avons bien total. conscience que les ordonnances seront d'une brutalité sans nom. Il n'y aura pas de changement par rapport au budget initial. Nous sommes des parlementaires sérieux. Nous avons siégé depuis 3 ans pour proposer des alternatives qui vous déplaisent certes, mais qui sont des alternatives. Et nous continuons à faire le même travail. Nous, on alerte sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans les pièges et ne pas être naïf vis-à-vis du projet d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Jean-René Cazeneuve, 70 jours, c'est-à-dire que tout doit être voté d'ici le 23 décembre. Est-ce qu'il existe un scénario où les budgets sont rejetés et qu'à la fin, le gouvernement passe par ordonnance? Écoutez, bien sûr que ce scénario existe. On voit bien qu'un certain nombre de partis, dont la France Insoumise et le Rassemblement National, ont voté la censure. Donc ils se moquent du délai, parce que s'il y avait censure et dissolution, on aurait dépassé On aurait une loi passivement à la fin de l'année. Non, moi j'appartiens pas plus aux partis politiques qui souhaitent donner un budget à notre pays. Donc on fera tout. On a déjà fait des concessions extrêmement importantes. Mais est-ce que ça sur la réforme suffit? de la retraite, c'est une concession colossale que nous avons. Est-ce que ça suffit? Si vous votez, on voit que la droite, Laurent Wauquiez, dit attention, notre vote n'est pas du tout acquis. C'est possible que vous ne soyez pas assez nombreux pour faire adopter le budget. Je ne fais pas de pronostic, donc je pense qu'il y a une belle page démocratique à ouvrir avec ce débat dans l'hémicycle. Je vois que certains ont perdu d'avance, ou en tous les cas semblent craindre ce débat et le résultat de ce débat. Oui, ça demande un effort. Si on veut aboutir, le chemin est assez étroit, il reste toujours très étroit, il n'a jamais été aussi étroit d'ailleurs, il faut le dire, mais nous ferons tout, nous en tous les cas, de notre côté, pour avoir un budget. Midi, on n'a pas déposé énormément d'amendements. On voit qu'Éric Coquerel, président de la commission des finances, essaye aussi que vous puissiez finir l'examen du texte. Eh bien, il y a une volonté en tous pour les cas, finir dans les délais? nous avons la volonté de terminer dans les délais, absolument. Et justement, c'était aussi le cas, C'est ce que je crois que ça a souhaitent les été discuté en conférence des présidents. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a appelé chacun à réduire peut-être aussi un peu son temps de parole pour se donner un petit peu de temps de finir effectivement dans les délais, parce qu'on le rappelle, il y a plusieurs parties à chaque budget. Il y a le budget de l'État, il y a le budget de la sécurité sociale. Marianne Maksimy, vous serez ultra mobilisés, tous à gauche, pour essayer d'obtenir des victoires dans l'hémicycle, ou avec justement le fait que le Rassemblement national vote moins de mesures avec vous que l'année dernière, vous pensez que ça risque d'être compliqué? Mais on est toujours mobilisés dans l'hémicycle, en tout cas mon groupe parlementaire, je crois, fait le travail, notamment dans les séquences budgétaires. Et donc du coup, nous allons continuer parce que nous défendons une autre vision politique et c'est un débat important. Et réduire le temps de parole, je crois que c'est pas sain dans ce moment où nous sommes. Déjà aujourd'hui, nous sommes à 1 minute en commission, c'est très peu pour pouvoir argumenter parce que c'est l'objectif, et représenter aussi les électeurs et les électrices parce que nous servons aussi à ça au Parlement. Donc, et si sur la question des délais, je crois que c'est pas de notre faute non plus si nous commençons si tardivement le budget. Je crois que c'est aussi l'acharnement d'un président de la République très isolé à vouloir nommer des premiers ministres qui n'ont aucune majorité pour gouverner, et ça explique aussi aujourd'hui pourquoi nous en sommes à se poser la question de savoir si nous serons dans les temps. Justement, sur cette question des délais, effectivement, les oppositions disent c'est pas notre faute si on nous a donné le texte si tard. Là, on voit que la commission des finances, rappelez-moi, vous allez siéger jusqu'à demain soir, rentrer en hémicycle vendredi, siéger samedi. On est quand même sur un rythme de travail qui est très accéléré. Oui, les conditions ne sont pas idéales. Il ne faut pas se raconter de coups. Donc, on n'a pas assez de temps pour discuter les amendements en commission. On n'a pas assez de temps pour préparer la séance. Maintenant, c'est ce que nous demandent les Français. Moi, les Gersois que je rencontre, que j'ai rencontrés tout ce week-end, ils me disent mettez-vous d'accord, arrêtez ce spectacle, arrêtez ce cinéma affligeant, mettez-vous d'accord et votez un budget. Donc oui, il y a des compromis à faire. Nous avons fait un certain nombre de pas. J'espère que la gauche raisonnable va faire également ses pas. C'est une adresse pour le Parti Socialiste et évidemment pour les LR qui doivent aussi rester dans ce budget de compromis. Et je vois bien que certains vont vouloir dynamiter ce débat avec des propositions qui ne tiennent pas la route. C'est ce qu'on vous dit dans le Gers, qu'est-ce qu'on vous dit dans le Puy-de-Dôme? Est-ce qu'on vous dit entendez-vous, mettez-vous d'accord, essayez de travailler un peu ensemble? On nous dit surtout on n'a pas voté pour ça. En tout cas, moi, sur ma circonscription, et chacun, évidemment, rencontre
de ses électeurs. Donc si je suis élue, c'est que les gens aussi vont me dire ça. Mais en tout cas, et c'est évident que ça fait 2 élections de suite que vous les perdez et que votre mandat populaire n'est pas celui de continuer d'aller encore plus loin dans la violence que vous avez déployée pendant 8 ans. Donc nous, on se bagarre aussi pour respecter des mandats démocratiques. Parce que le problème que nous vivons, c'est quand même la responsabilité du président depuis la dissolution d'ignorer, de piétiner les résultats des urnes. Et c'est gravissime tout de même ce qui se passe. Et la crise que nous vivons, nous ne sommes pas responsables. Par contre, nous avons des propositions pour en sortir. Et c'est évidemment un autre budget. Et puis surtout, je le dis, le départ d'Emmanuel Macron qui n'a plus de majorité pour gouverner. 149.3, ce sera le budget des parlementaires, de la majorité des parlementaires. En tout cas, c'est comme ça que ça doit se passer, mais nous verrons si nous sommes dans les délais, si nous arrivons à voter. Jean-René Cazeneuve, mobilisation dans votre groupe également, on vous fait passer le message, il faut être tous sur les bancs tout le temps, chaque amendement, chaque article peut jouer à quelques voix près. Absolument. Donc on voit les équilibres sont fragiles et on sera très mobilisés, très présents pour lutter contre ces amendements irresponsables et faire en sorte qu'on ait un budget. Merci beaucoup Jean-René Cazeneuve, merci Marianne Maximy d'avoir